Bon, ben, bonjour à tous. Effectivement, ça fait plutôt plaisir de se revoir en vrai. Il y a du monde en plus, c'est bien. Ce n'était pas le cas de tous les salons depuis la rentrée. On voit bien que la communauté est plutôt active. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler ensemble d'un sujet qui prête à contresens au départ. La preuve, j'en ai fait un avec Frédéric, qui était, au départ, le libellé était très simple. C'était supply chain et open source. Et moi, j'ai plongé tout de suite, supply chain, problème, sécurité, composants. Donc, on va parler de la sécurité des logiciels métiers supply chain en open source. Ben non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais je vous le dis quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres contresens. L'industrie, ça fait supply chain égale SAP, donc on va pas parler SAP. Voilà. Exactement. Encore que... Oh, je pourrais toujours parler des SAP, mais je suis pas trop sûr, en fait. Ouais, mais bon, on verra. Alors, donc, le vrai sujet, en fait, c'est un sujet que vous avez sans doute déjà pu aborder dans vos organisations respectives, qui est le sujet de la traçabilité, on va dire, des composants open source. Et donc, en fait, de la nécessité d'avoir une visibilité stabilisée, complète, transparente si possible, de ces composants pour arriver à travailler, que ce soit dans les organisations d'État, dans les entreprises, ou quand on est un acteur industriel et qu'on développe des solutions pour le compte d'autrui. Voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, et je vais laisser les trois participants se présenter respectivement, qu'on sache un peu pourquoi vous êtes là et de quoi vous allez nous parler, brièvement s'il vous plaît. Bonjour, Frédéric Katz, moi je suis Microsoft, je suis au groupe produit et groupe marketing Azure et plutôt concentré sur les problématiques clients et partenaires. Roberto ? Voilà, Roberto Di Cosmo, moi je suis professeur d'informatique en détachement auprès de l'INRIA. Je pilote depuis environ 7 ans Software Heritage, qui est un archive universel des codes sources. Bonjour à tous, donc Franck Villaume, je travaille aussi chez Microsoft et je suis le patron des architectes Azure qui travaillent avec tous les partenaires en France. Et de par mon expérience sur les composants open source, en fait, je suis aussi une partie de la voix Microsoft Open Source en France. Voilà. Ok, je vous propose, comme on n'est pas beaucoup et que ça sera donc du coup plutôt facile à gérer, si vous avez des questions, surtout des questions qui vous permettent de mieux comprendre ce dont on parle, si jamais peut-être il y avait des termes qui vous échappaient à un moment donné, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous les reformule. Ça serait vraiment dommage de perdre le fil à cause d'un acronyme ou d'un mot. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et le vif du sujet, c'est l'actualité. L'actualité, elle est diverse et variée en ce moment. On a vu avec la pandémie le poids considérable pris par le logiciel dans nos vies, et le logiciel dans toutes ses composantes. On a aussi vu en parallèle des attaques inédites sur certaines chaînes de logiciels, et finalement tout ça crée un contexte qui éclaire de façon assez nouvelle et surtout très puissante cette question de la chaîne d'approvisionnement en composants logiciels et open source en particulier. Alors Roberto, cette actualité finalement pour vous, elle ne vient que confirmer une intuition qui date déjà d'un peu plus longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que cela vous confirme sur Software Heritage, pardon. Voilà, merci François. Non, effectivement, c'est vrai que si je remonte un peu dans les temps, déjà il y a une quinzaine d'années, donc je me rappelle, on était à Toulouse pour une conférence justement de l'importance de l'open source de l'industrie. Et donc on voyait déjà, à l'époque c'était la vision qu'on avait, donc il y a de plus en plus des composantes open source qui sont en train d'être adoptées dans le monde industriel. Vous voyez, en 2005, c'était relativement tôt. Okay, mais on voyait déjà à l'époque qu'il y avait des problèmes nouveaux qui allaient se poser. C'est-à-dire avec l'énorme complexité des systèmes logiciels sur lesquels on base l'infrastructure de notre société moderne d'aujourd'hui, tout refaire à partir des autres, ce n'était plus possible. Il était nécessaire de réutiliser des briques qui existaient déjà. Beaucoup de ces briques étaient open source. Aujourd'hui, une énorme majorité de ces briques sont open source.
Et donc les vrais défis étaient comment gérer cette complexité, c'est-à-dire comment j'ai construit des systèmes complexes. Et un des sujets était effectivement de la sécurité de ces systèmes qu'on construit à partir des plans des briques et composantes qui viennent d'ailleurs et qu'on ne maîtrise pas. Donc là, c'est une vision qui finit par se confirmer pas mal aujourd'hui. Ce que si vous regardez en particulier dans cette année et demie qui vient de s'écouler, avec l'obligation qu'on a eue à cause de la crise sanitaire de passer en mode virtuel pour tout le monde a déployé énormément de solutions, des communications, des visions, des conférences, etc. etc. L'importance de l'IT a grandi à un niveau impressionnant, parce que sinon on n'arrive pas juste pas à fonctionner. Et on a vu émerger, ce n'est pas la première fois, mais c'est une énorme prise de conscience du problème, tout un tas d'attaques sur des systèmes informatiques qui étaient des attaques intéressantes, des attaques par la supply chain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que vous avez plein de logiciels qui sont utilisés dans votre entreprise, plein de piles, des couches logicielles diverses et variées, et bon, il y a un attaquant qui s'amuse à les changer, verrouiller un de vos composants, donc vous l'intégrez avec tout le reste. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe jusqu'au moment où vous découvrez que tout votre système d'entreprise était mis par terre. Donc là, si vous vous rappelez, l'année passée, il y avait le cas des SolarWinds qui a été particulièrement médiatisé. Et ça a tellement réveillé les esprits qu'au mois de mai de cette année, l'administration du président Biden, donc l'administration américaine, a publié un ordre exécutif sur la cybersecurity, sur la sécurité des systèmes d'information, qui est super long. Et une section de cet ordre exécutif, la section 4, il dit donc c'est s'assurer que la supply chain du logiciel, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement des différents composants que vous intégrez dans une solution informatique pour vous, soit tracée et, disons, certifiée le mieux possible. Et un des points qui met en avant, c'est pour les composants open source, il faut qu'on trouve une façon de s'assurer de la façon la meilleure possible qu'on puisse tracer l'origine et certifier leur intégrité. Là, vous voyez ce qu'on a fait, nous, il y a environ 7 ans, et après le projet est devenu public il y a 5 ans exactement, on est célèbre les 5 ans cette année-là, on a construit une infrastructure qui s'appelle Software, et je donne la mission est d'aller collecter tous les codes sources de tous les composants logiciels publiquement disponibles, donc ça inclut l'open source, mais ça va beaucoup plus loin, et de les intégrer tous dans une structure de données particulière qu'on appelle un graphe de Merkle. C'est la même technologie que vous utilisez pour les blockchains, pour les systèmes distribués, etc., pour permettre de les préserver pour les longs termes, mais comme chaque composant est identifié par une clé cryptographique qui est infalsifiable, sans les vouloir explicitement, parce que à l'origine, l'idée c'était juste de préserver les patrimoines informatiques qui est dans les codes sources des logiciels, on s'est aperçu qu'on a construit une infrastructure qui permet de faire beaucoup plus. En réalité, ça vous permet d'avoir une base de références, de traçabilité, d'intégrité des composants logiciels. Pour chaque composant, vous incluez une clé cryptographique unique. Vous voyez, cette vision d'il y a 5 ans, finalement, oui, se concrétise aujourd'hui avec des problèmes de sécurité qu'on a entrevoyés, mais qui n'étaient pas immédiatement tangibles, mais n'ayant prise de conscience majeure. Alors, je reformule quand même. Parce que le sel de l'histoire, c'est qu'on est en train de parler de la supply chain des composants logiciels, mais que l'exemple qui vient naturellement à l'esprit, parce que ça a été une des plus grosses catas de cyber attaques de l'année, c'est le long d'une association pour la supply chain qu'ont eu lieu ces attaques. Donc ça prouve aussi que les composants tout au long de ces assemblages de logiciels sont des maillons et que chaque maillon peut faire l'objet d'une attaque particulière. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au départ, comme tu le dis, Roberto, finalement, c'était presque plus une démarche, bon, déjà académique et puis presque, j'allais dire, intellectuelle, philanthropique, et qu'elle devient très opérationnelle aujourd'hui. D'où, alors, tu devines ma question, parce qu'on peut se demander ce que l'UNESCO fait au départ dans un projet comme celui-là. C'est parce qu'il y a le mot patrimoine. Voilà. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de l'UNESCO ? Voilà, c'est une bonne question. Peut-être 2 secondes pour rappeler. Donc, là, on est en train de parler d'une initiative particulière qui est Software, cette archive universelle de tous les codes sources. Donc, quand on l'a lancé, une des raisons principales, c'était d'assurer de ne pas perdre des codes sources des logiciels, qui sont une partie importante du patrimoine intellectuel de l'humanité.
Pourquoi on dit ne pas les perdre? Si vous vous rappelez, en 2015, vous avez des événements majeurs qu'on n'imaginait pas. Donc, vous avez des grandes plateformes de développement logiciel collaboratif, Google Code, Gitorious, qui ferment. Et là, il y avait 1 million de projets qui ont été mis en danger comme ça, sur une décision business qu'on comprend et que je ne critique pas, d'accord? Mais c'est un vrai problème, c'est un vrai danger pour les patrimoines. Donc là, notre travail était de préserver ces patrimoines et de les mettre en valeur. Du coup, évidemment, les partenariats avec l'UNESCO, parce que c'est une initiative au service de l'humanité tout entière. Ce n'est pas juste un petit lobby d'un académique dans un coin. Donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être fait. Vous avez des initiatives d'archivage, des plans d'objets numériques, des vidéos, les images, les archives historiques, des fois aussi des exécutables des logiciels, mais personne ne s'intéressait au code source des logiciels. Donc on l'a lancé comme ça. Donc l'UNESCO, dans son rôle, est de porter une vision universelle au service de toute la planète de cette mission d'archivage. Et au début, c'était peut-être un peu vu juste comme ça. Je me rappelle qu'on parle des sauterelles dans ces forums-là depuis quelques années. Les gens s'intéressent moyennement en disant « Ok, c'est super, vous archivez des vieux logiciels, vous trouvez les codes sources de l'Apollo 11, c'est très très joli, mais qu'est-ce que je n'ai à faire moi dans mon monde industriel ?» Et alors, les changements d'aujourd'hui, c'est effectivement que petit à petit, cette infrastructure est devenue opérationnelle et, par exemple, les identifiants qu'on utilise sont standardisés. Maintenant, c'est les Storage Identifiers, sont des clés crypto assez précises. Et on commence à avoir un vrai usage industriel pour tracer l'origine des composantes, ce qui n'était pas le cas avant. Merci Roberto. On reviendra après sur le fonctionnement un peu au quotidien de Software Heritage, mais justement, tu m'offres une transition pour Frédéric. Donc justement, cette dimension industrielle aujourd'hui, on peut se demander comment un acteur comme Microsoft vient sur un sujet comme celui-là, pourquoi ça l'intéresse et en quoi ça peut intéresser au final ses clients. Alors, je vais commencer par les clients, effectivement, sur le sujet. C'est que derrière ce que dit très brillamment Roberto, moi je pourrais l'écouter pendant des heures toujours, derrière ce que dit Roberto, il y a vraiment un ensemble d'enjeux qu'on constate chez clients de différentes tailles, qui est c'est finalement un point de base de ton point, c'est le logiciel est partout. Aujourd'hui, toutes les entreprises, indépendamment de la crise, repensent et intègrent du logiciel quasiment au cœur de leur métier pour la plupart. Je vous passe la transformation cloud qui s'accompagne, mais ce n'est pas mon propos là, mais ça c'est plutôt un phénomène d'accélération qui a été effectivement en plus dopé par la pandémie. Et derrière, ce logiciel est partout, l'open source est partout dans le logiciel. Et ça, même si dans la bouche de Microsoft, c'est plus surprenant maintenant, c'est l'open source comme source d'innovation, comme source d'agilité, parce qu'en fait, on peut on peut adopter différentes solutions assez rapidement. Ça, c'est un acquis et un phénomène qui est complètement présent dans les entreprises. Par contre, entre les deux, on va dire, nous, ce dont on prend conscience, c'est que il y a toute une problématique de supply chain. Et c'est pour ça que le sujet aujourd'hui était extrêmement important. C'est que petit à petit, ce logiciel est devenu clé dans la supply chain des entreprises, dans la chaîne de valeur que construisent les entreprises, surtout si maintenant ils construisent leur métier sur le logiciel. Et ça, finalement, c'est une prise de conscience qui est quand même relativement variable suivant les organisations et relativement structurée de façon très différente. Parce qu'en fait, qui dit supply chain dit le logiciel au cœur. C'est plus le développeur seulement, c'est le développeur, c'est les équipes juridiques, c'est les équipes métiers, c'est la direction générale qui doit se préoccuper, de ces composants logiciels qu'ils embarquent dans leur métier, et de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement de ce logiciel. Alors que ce soit pour fabriquer ma solution informatique de vente de X as a service, que je sois dans l'hôtellerie, que je sois dans l'avionique, que je sois dans l'automobile, c'est comment je m'assure de cette chaîne. Alors, en interne, comment je la fabrique, comment je suis efficace, comment je rends agile mes développeurs de manière à ce qu'ils puissent effectivement assembler ces composants. Enfin, finalement, on se revient dans presque du taylorisme, mais beaucoup plus moderne. Comment je maîtrise cette chaîne, et au-delà de cette chaîne, de la manière dont je l'agrège, c'est comment je maîtrise cette chaîne d'approvisionnement en dehors de mon organisation. Et effectivement, la chaîne open source peut être extrêmement riche, elle est extrêmement large aussi. Et donc ça pose vraiment un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui sont vraiment au cœur de beaucoup de préoccupations d'entreprise, peut-être même pas assez
aujourd'hui. Oui, alors justement, Et c'est pour ça que c'est un débat important. je voulais et intéressant. te questionner là-dessus, parce que Microsoft travaille avec beaucoup d'entreprises de toute taille. Moi, j'ai l'impression que sur l'open source, l'état actuel des DSI, c'est assurons-nous que la communauté qui travaille sur tel ou tel composant est active, dynamique, parce que je ne veux pas me retrouver demain dans une situation d'impasse. En revanche, cette question de la traçabilité du travail et des sources, elle remonte pas spécialement beaucoup à la surface. Alors comment est-ce que vous la voyez apparaître et comment est-ce que vous la mesurez ? Alors, la mesurer, on n'en est peut-être pas forcément tout à fait encore là, mais comment on la voit apparaître, on le voit apparaître au travers de différents thèmes. C'est dans la préoccupation qu'ont les entreprises ou les organisations en général en termes de comment j'établis une certaine gouvernance, je lâche le mot déjà, mais comment je maîtrise cette chaîne de valeur qui est basée sur le logiciel et sur le logiciel open source. Et derrière, c'est aussi comment je pilote ça au sein de mon organisation. C'est pour ça qu'on voit aussi cette notion de open source programme office qui devient un sujet assez important. C'est comment, et on l'appelle gouvernance, on l'appelle open source programme office, c'est comment je maîtrise cette chaîne de valeur au sein de mon organisation, comment je sors quelque part juste de mon environnement de développement pour passer à l'ensemble de l'organisation. Et ça, suivant je ne veux pas dire la maturité des organisations, mais suivant leur historique d'utilisation de l'open source, on constate des maturations d'approches qui sont plus ou moins structurées, on va dire, et plus ou moins avancées. Mais c'est un sujet qui est vraiment clairement aujourd'hui à l'agenda de beaucoup d'entreprises sur le fait de dire comment j'organise ça, comment je structure, et parfois comment je maîtrise même. Et pour finir sur le point, un sujet important, c'est que l'autre point de maturité que l'on constate aussi, c'est de se dire, oui, cette chaîne de valeur, elle est porteuse d'un écosystème. Et effectivement, derrière, alors comme dans l'automobile, j'ai des fournisseurs. Dans la chaîne de valeur open source, il y a des écosystèmes, il y a des contributeurs, il y a des communautés, il y a des fondations. Et quelque part, c'est d'intégrer aussi cette dimension-là, cette géométrie-là, dans la chaîne de valeur de l'entreprise quand je commence à agréger des composants open source. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans une dernière partie sur la façon dont ça peut s'organiser aussi en entreprise et peut-être les profils aussi qui peuvent être appelés à prendre ça en charge. Alors, Roberto, donc on a vu qu'on était passé d'une démarche, le mot n'est pas du tout péjoratif un peu patrimonial, un peu presque philanthropique, intellectuelle aussi, à une démarche qui est de plus en plus sur le versant opérationnel. Et moi, j'aimerais comprendre aujourd'hui comment Software Héritage fonctionne, c'est-à-dire qui le nourrit, qui peut l'utiliser et à quelles conditions. Voilà. Non, c'est intéressant et effectivement, je vais y arriver à la réponse ici. Mais effectivement, si vous voulez, Software Héritage tel qu'on l'a construit au départ, l'idée c'était effectivement de se fixer comme mission d'aller chercher tous les codes sources publiquement disponibles, de s'assurer qu'ils soient archivés sur le long terme, donc on ne les perd pas, et que ça soit facile de les retrouver ensuite après. Alors, comment vous faites pour trouver tous les codes sources de la planète? Alors, ce n'est pas super facile, parce qu'ils sont éparpillés un peu partout, voilà. Donc on s'y est pris petit à petit avec des temps de trois façons différentes. D'abord, on a construit une sorte de gigantesque moissonneur qui se connecte avec les grandes plateformes de développement logiciel. Donc on se connecte avec GitHub, on se connecte avec GitLab, on se connecte avec Bitbucket, on se connecte aussi avec des plateformes de distribution de logiciels, donc on se connecte avec Debian, on se connecte avec des gestionnaires de paquets comme NPM, comme PyPy, et régulièrement, donc on moissonne tous les codes sources qui sont intégrés dans ces plateformes. Et attention, on garde tout l'historique des développements. Donc on n'a pas juste les codes sources qu'on a trouvés aujourd'hui, c'est toute la trace de toutes les modifications qui ont été faites dans le passé. Quand on a pris qu'on a moissonné tous ces codes, on les insère dans ces structures de données, disons, uniformes, universelles, qui est un gros graphe, si vous voulez. Alors, après, techniquement, on appelle ça un graphe dirigé acyclique de Merkle, mais vous pouvez oublier tout ça, c'est juste un graphe dirigé, donc c'est avec des flèches dans un sens. Et après, des Merkle, ça veut juste dire que tous les nœuds sont liés entre eux par des clés cryptographiques qui font en sorte qu'on ne peut pas toucher un bout du graphe sans qu'on s'en aperçoive immédiatement en regardant la signature de tous les restes. Okay. Pourquoi on a fait ça? Parce que si vous regardez l'ensemble du développement logiciel dans le monde informatique,
je vais parler mal de ma propre chapelle. Donc, nous, on est super passionnés en informatique. On crée toujours des choses nouvelles et on n'aime pas réutiliser celles des autres. Donc, on a fabriqué un paquet avec les temps. Donc, vous avez énormément de systèmes de paquets différents, énormément de systèmes de contrôle des versions différents. Alors, selon l'époque, moi, je parle de mes étudiants qui arrivaient chez moi, mais Roberto, tu es encore sous Subverge, ça c'est has-been, il faut passer à Git. Et après, non, à Darks au début. Après, non, mais Darks, non, mais c'est pas très utilisé, il faut passer à Bazaar, mais Bazaar, on n'utilise plus, mais non, on passe à Git. Bon, vous voyez, donc il y a un paquet de solutions. Et donc, pour préserver sur les long terme tout ce qu'on faisait, on ne pouvait pas juste garder l'image d'un dépôt qui est dans un format particulier pour lequel il faut un outil qui peut-être dans 5 ans n'existe plus. Donc on transférait tout ça dans un format uniforme, et non c'était normographe, hein, pour être sûr qu'on puisse le relire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Vous voyez la démarche, non, un peu patrimoniale comme ça. Mais après, ces choix-là, qui étaient un choix patrimonial, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne va pas perdre les choses dans 40 ans, finalement, s'est révélé gagnant pour énormément d'autres problématiques. Donc, effectivement, la traçabilité logicielle, on a une façon d'associer des clés cryptographiques uniformes à tous les codes sources, peu importe que ça vienne des GitHub, que ça vienne des Bitbucket, que ça vienne des Debian, que ça vienne des PyPy, des NPM, etc. Vous avez exactement les mêmes clés pour identifier les composants. Et d'ailleurs, nous, on s'aperçoit que les mêmes codes sources qui est ici, en réalité, on l'a trouvé aussi là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, parce qu'on a la même clé. Donc, on dit, tiens, ça vient de 30 endroits différents. Et c'est lequel le premier endroit dans lequel il est apparu par ailleurs? Donc, voilà. Et le dernier, est-ce qu'il est le plus actif? Donc, ce sont des questions que vous pouvez poser une fois que vous avez cette énorme structure, mais il fallait la construire. Okay. Donc, d'abord, on a les moissonneurs. Après, on s'aperçoit que, voilà, un moissonneur, c'est à nous de s'assurer qu'on s'est connecté avec chacune de ces plateformes. C'est un travail infernal parce que chaque plateforme a une interface différente. Donc, il faut construire des adaptateurs. Je ne vous raconte pas la galère que c'est. Mais donc là, c'est important d'avoir une communauté qui aide, hein, sinon, on n'y arrive pas. Et bien après, on s'est dit, il y a plein de choses qui ne sont pas très connues, mais qui sont importantes. Donc, on a ouvert une fonctionnalité qui s'appelle Save Code Now. Donc, sauver ces codes-là maintenant. Donc, vous pouvez aller voir sur les sites de software, j'ai pointé le moissonneur sur un système de contrôle de version quelconque paumé où vous voulez, et donc nous, on archive directement. Et troisième point, on permet aussi des mécanismes de dépôt explicite des codes dans l'archive qui sont utilisés par qui, et là, vous allez voir, j'arrive à faire peut-être la transition que je voulais dire, c'est intéressant, SoftwareEdge est une infrastructure commune. Quand vous prenez l'Internet n'est pas fait pour vendre des chaussures, ce n'est pas fait pour faire des journaux, ce n'est pas fait pour faire de l'Internet, c'est fait pour faire tout. C'est une infrastructure sur laquelle après vous faites ce que vous voulez. SoftwareEdge est similaire, donc c'est une infrastructure, il y a des applications dans différents mondes, et en particulier par exemple cette fonctionnalité-là des dépôts des codes sources explicites avec des métadonnées de qualité est utilisée en réalité par deux types d'utilisateurs. Par des industriels, donc, prenez les cas des Intel, donc, qui déposent des codes sources open source pour s'assurer qu'ils soient disponibles à long terme, donc satisfaire l'obligation des licences qui dit qu'il faut distribuer les codes sources complets correspondants pour tout logiciel libre qu'on intègre dans ces solutions. Et donc, ça, on leur résout un problème et en échange de nos soutiens, c'est très très bien. D'ailleurs, si vous avez des problèmes similaires, n'hésitez pas, on sait déjà comment faire. Et après, de l'autre côté, vous retrouvez les mondes académiques de la recherche. Vous vous rappelez, ces 2 dernières années, les Covid, qu'est-ce qui nous a permis de battre en brèche cet énorme ennemi? C'était la collaboration, ce qui veut dire ouvrir les résultats de la recherche, les mettre à disposition de tout le monde et faciliter la reproductibilité des résultats de la recherche. Si on ne peut pas reproduire un résultat de la recherche, nos concitoyens ne vont pas nous faire confiance. C'est-à-dire pourquoi je dois vous croire si vous dites tel résultat, si moi je ne peux pas les vérifier moi-même. Donc la reproductibilité de la science est essentielle. Et dans la reproductibilité de la science, les logiciels interviennent. Parce qu'il n'y a pas un domaine de recherche aujourd'hui, de la linguistique à la psychologie, à la sociologie, à la chimie, à la biologie, à la médecine, dans lequel on n'utilise pas de logiciels. Et donc on a besoin d'avoir un endroit dans lequel vous posez les codes sources de ces logiciels, vous identifiez exactement la version pour pouvoir permettre de refaire l'expérience plus tard dans exactement les mêmes conditions. Et donc vous voyez la même infrastructure, SoftwareEdge à l'origine, pensée avec l'UNESCO pour essayer de préserver les logiciels des années 60, finalement il se révèle aujourd'hui être une infrastructure majeure qui permet à l'industrie de rediffuser ces codes et tracer leur origine, au monde académique de déposer les codes de telle façon qu'on puisse reproduire des expériences scientifiques. Mais c'est juste cette notion d'infrastructure commune qui devient intéressante dans cette initiative et qui n'était pas le cas il y a quelques années. Quand on vous a parlé de tout ça il y a quelques années, nous, on construisait l'infrastructure, on commençait à amasser les codes sources, mais on n'avait même pas un portail pour vous les faire voir.
D'accord. Donc, on a fini pour ouvrir les portails pour qu'on puisse les voir timidement en 2018. Après, en 2019, on a rajouté les Silicon Now. Après, on a eu les Covid. Donc là, maintenant, on avance et on commence à fournir ce type de fonctionnalités avancées sur lesquelles on espère on pourra construire des applications aussi industrielles qui permettent de simplifier votre confiance dans les composantes logicielles libres. Attention, SoftwareEdge, ce n'est pas la solution à tous vos problèmes. Comme Internet, ce n'est pas la solution à tous vos problèmes. C'est la brique de base sur laquelle on peut construire d'autres choses. Il faut les construire avec des partenaires. D'accord. Et non, Microsoft est un partenaire aujourd'hui, ce n'est pas les seuls, il y en a plein, mais on a besoin de beaucoup plus de monde pour essayer d'utiliser ça mieux et de les partager. On en parlera Désolé, après. c'était très long. Non, c'est très bien. Alors, juste au passage, tu dis SoftEdge. SoftEdge? Non. Tu dis, Non, c'est parce tu que prononces Roberto, il parle trop Software vite. Heritage, mais quand je parle Ouais, vite, c'est je ça, mélange les mots. c'est la version italienne. La version italienne de Software Heritage. Désolé. Non, parce que plusieurs fois, je me SoftEdge. suis dit, mais de quoi parle-t-il? Non, non, Ok, c'est- d'accord, non, mais je pensais que peut-être c'était un acronyme que vous aviez. Contraction. Non, ok, Non, non, contraction. on a Non, c'est pas une appellation officielle pour l'instant. Pour l'instant. D'ailleurs, il y a des gens qui nous critiquent parce qu'on dit Software Heritage, dans les messages qu'on passe, c'est ah, mais vous vous intéressez seulement des vieux trucs. Non, pas du tout. On trace vraiment tout ce qui est fait, mais non. Très bien. Mais alors justement, la transition est encore une fois assez facile. Merci avec l'intervention de Franck parce que donc dans ton activité avec Azure, hein, tu es en fait finalement un utilisateur, un partenaire aussi, mais déjà un industriel qui a besoin de ce type de solution. Alors pourquoi faire et en particulier avec Software Heritage, comment ça fonctionne aujourd'hui dans l'univers Azure? Donc, comme disait Frédéric, parler d'open source alors qu'on est Microsoft, c'est pas forcément naturel. En tout cas, ça ne l'a pas été. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Et Microsoft est devenu un des acteurs majeurs. Effectivement, on travaille avec Roberto et on sponsorise une partie de Software Heritage parce que c'est complètement logique. Et d'ailleurs, Microsoft ouvre son développement en utilisant la plateforme GitHub pour publier l'ensemble de son code et progressivement publier tous les composants que nous écrivons sous licence libre, ou les composants qu'on réutilise, qu'on peut amener à forquer, etc. On va les publier directement sur GitHub. Et comme Software Heritage derrière récupère tout de chez GitHub, la chaîne, elle est bouclée. Moi, je vais revenir sur alors, je vais peut-être revenir plus proche des éléments terre à terre. Je suis désolé, on était très avancé dans la réflexion, mais au sein de Microsoft, on a sur mon domaine, donc sur la partie cloud computing, tout le domaine Azure. Aujourd'hui, Azure, c'est quand vous utilisez Azure, en fait, vous êtes le monsieur Jourdain de l'open source. Vous faites fonctionner et vous utilisez des composants open source sans le savoir. C'est 60 000 composants open source en dessous. Et le pourcentage que ça représente? Le pourcentage que ça représente, c'est environ 27%. Alors, j'ai pas la virgule. Non, mais en fait, le chiffre, c'est 27. Ce pourcentage, par rapport à l'année dernière, il a augmenté de 150%. Donc, tu vois, la part de composants open source qui fait fonctionner Azure est juste gigantesque. Et je pars du back-end, hein, je ne parle pas des composants qui vont être utilisés par nos clients ou nos partenaires au-dessus. Donc, je parle vraiment du back-end. Dans cette complexité, en tant qu'industriel, quand on a 60 000 composants à gérer, je ne parle pas des versions des composants qui amènent une complexité complémentaire. Il faut évidemment qu'on soit capable de suivre qu'on puisse tracer qui fournit quoi et essayer de structurer et de gouverner, comme disait Frédéric. Et on essaye de simplifier. Et pour simplifier, rien ne vaut le fait de faire partie des communautés et de travailler avec elles, voire même de créer ses propres logiciels. Puisque en septembre dernier, Microsoft a annoncé la disponibilité de Common Baseline Linux Mariner. Donc c'est la distribution Microsoft Linux, utilisée en interne pour faire fonctionner Azure, sur lequel donc, il y a des composants qu'on vend à nos clients et partenaires. Ils sont basés directement dessus. Et comme on n'a pas été enfermé dans notre tour d'ivoire, on a réutilisé des composants qui existaient, donc on avait besoin de tracer d'où venait chaque élément. Donc Mariner, par exemple, réutilise beaucoup de Photon OS
Donc c'est pareil, on a tracé, et donc PhotonOS, c'est du VMware, donc derrière on a travaillé avec eux pour récupérer, etc., et pas réinventer la roue. C'est une grande révolution pour Microsoft de ne pas réinventer la roue. Donc ça c'est vraiment... Comment ça se passe concrètement? Donc on a vu qu'il y avait donc des composants qui étaient enregistrés dans leurs différentes versions. À côté de ça, Azure, donc c'est une construction, un produit, si on veut le dire comme ça, qui utilise ces composants dans une certaine version. Est-ce qu'à chaque fois qu'une nouvelle version apparaît, alors déjà, est-ce que vous êtes automatiquement informé? Comment ça se passe? Est-ce qu'à l'inverse, vous asservissez d'une certaine façon votre produit aux différentes versions qui apparaissent? Comment est-ce que finalement un outil qui est un outil de référencement peut avoir un impact sur la production, sur l'évolution d'Azure? On a deux axes qui sont principaux et pour lesquels on est vraiment concentré dessus. Le premier axe, c'est la sécurité. Et ça, Roberto en a déjà parlé, mais nous sommes confrontés, nous aussi, à évidemment tout ce qui est faille de sécurité, et on en découvre nous-mêmes. Le fait d'avoir monté, par exemple, Mariner nous a permis de trouver une faille de sécurité dans la distribution, avec un CVE derrière, et on l'a corrigé en 24 heures. Donc ça, c'était vraiment l'avantage de bien gérer sa supply chain derrière, et donc de bien gérer sa sécurité. Et pour nous qui sommes fournisseurs de cloud, c'est indispensable de mettre à disposition une plateforme dont les personnes vont avoir confiance et avoir tout le niveau de sécurisation nécessaire. Après, il y a un deuxième axe, c'est la demande de nos clients et de nos partenaires, qui est de dire, mais moi j'ai besoin d'exécuter tel ou tel service, et pour exécuter tel ou tel service, j'ai besoin de temps de performance, j'ai besoin de temps d'espace, etc. Et donc l'innovation est notre deuxième vecteur très très important pour suivre justement les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans les composants qu'on utilise déjà? Quels sont les nouveaux composants qu'on utilise? Quand Microsoft, sur le développement de l'operating system Windows, Microsoft a basculé d'un système de gestion de sources interne à Git. Donc, juste le plus gros repository au monde qui bascule sur Git. Il a quand même fallu écrire des fonctionnalités nécessaires, donc Git LFS, pour justement gérer les large files dans Git, parce que sinon on ne pouvait pas le faire. Donc on suit aussi les tendances. Alors oui, effectivement, on aurait pu le faire dans Bazaar, mais non, finalement on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait dans Darks non plus. On avait oublié CVS depuis très très longtemps, Roberto, et Subversion était fini. Donc on a effectivement suivi Git, mais Git, demain, il y aura forcément un autre outil. Et on verra poursuivre. Après, il y a effectivement les versions des logiciels, etc. Et c'est la demande plus du client, du partenaire, qui nous amène à réfléchir, OK, est-ce qu'on utilise la bonne version de Spark ou la bonne version de HD Insight derrière pour répondre à la demande? Est-ce qu'on supporte la bonne version de PHP? Est-ce que la version de Python qu'on utilise, c'est la bonne, etc. Et donc, on va suivre toutes ces évolutions pour intégrer ces composants. L'engineering Microsoft, c'est quand même 35 000 personnes. Donc, ce n'est pas une petite équipe de 20 personnes. 35 000 personnes que vous découpez par des verticaux techniques et dans lesquels ils vont avoir leurs propres référentiels. Ces propres référentiels amènent une complexité. Donc, je parlais de 60 000 composants. On essaye de simplifier les choses au maximum, avec une direction d'un programme Office, donc un open source programme Office, où on va valider à chaque fois l'intérêt d'utiliser tel ou tel composant, savoir si tu veux faire telle chose, tu veux une traçabilité avec une gestion de log, etc. Moi j'ai vu sur Internet que tel composant c'était vachement mieux. Non, en fait on en a déjà 50 des composants de logging, on va essayer de rester dans les 50 qui existent déjà en fonction des langages. Voilà, on va essayer de simplifier ce genre de choses, ce qui nous amène nous-mêmes à publier. Mariner, c'est l'exemple type des distributions Linux utilisées par Microsoft pour faire fonctionner Azure. Il y en a 14. C'est pas mal, mais il faut les gérer. Et on n'est pas 14 communautés pour gérer 14 distributions. Ok, alors malheureusement, je m'aperçois que le temps passe très vite. Et je voudrais quand même maintenant qu'on a bien posé, je dirais, le décor, qu'on a vu un petit peu
à quel point c'était important, aussi bien intellectuellement qu'opérationnellement, je vais dire, même si l'opposition des deux n'est pas obligatoire. Je voudrais, Roberto, peut-être qu'on termine en disant, c'est quoi les conditions de succès de Software Heritage? Alors, la conjoncture est positive, les vents sont favorables, mais quel voile faut-il? Peut-être je vais partager avec vous quelques considérations un peu personnelles sur un projet comme Software Heritage. Donc, ça n'arrive pas tout le temps, hein, donc c'est pour ça que j'ai dédié, et je pense dédier le reste de ma vie à ces projets-là. Ça n'arrive pas tout le temps d'avoir l'occasion de construire une infrastructure universelle au service de l'humanité tout entière pour préserver un patrimoine comme celui du logiciel et pour faciliter la vie à la fois du monde de la recherche, du monde de l'industrie et du monde de l'administration publique qui peuvent l'utiliser. Donc, dès le départ, quand on a essayé de construire ces projets-là, on pouvait se poser des questions. Par exemple, pourquoi ne pas faire une start-up? Après tout, on est une nation des start-up. Donc, on aurait pu lever des dizaines de millions, des centaines de millions, faire une start-up, essayer de les vendre, etc. Mais vous voyez, déjà, les premiers signaux au départ, vous trouvez en 2015, il y a Google Code qui ferme. Alors, Google, il n'a pas besoin d'argent. Donc, il a plutôt beaucoup d'argent. Donc, d'un point de vue stratégique, business, il a juste décidé que c'était plus intéressant et donc il a fermé ça. Donc, créer une entreprise, ce n'était pas forcément la bonne solution, parce qu'elle peut être rachetée, peut être vendue, elle peut faire faillite, peut changer d'avis, il a des actionnaires. Et à nouveau, il n'y a pas de critique derrière tout ça, c'est juste la réalité. Non, ce n'était pas la bonne approche. Donc, l'approche qu'on avait décidé de suivre, c'était de dire, on regarde un peu, ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est une organisation transparente, ouverte, avec plusieurs partenaires autour de ça, sans boulot créatif, parce que de cette façon, on enlève la question des rachats, de la revente, etc., etc., et avec une gouvernance ouverte. Donc, comment construire tout ça? On a regardé ce qui avait déjà été fait l'année passée avec les W3C. Vous vous rappelez, les World Wide Web Consortium s'occupaient des standards du web. Là aussi, INRIA était un des acteurs à l'origine des W3C, et vous voyez, 25 ans après, 23 ans après, je veux dire, et donc il a montré son importance. Donc on suit le même schéma. On construit une organisation qui est ouverte, sans boulot créatif, au service de tout le monde, avec des partenaires, des donateurs, des mécènes, des sponsors, des membres de cette organisation, qui mutualisent les coûts de cette infrastructure. Alors si je peux prendre 2 secondes pour vous raconter mon histoire sur ça. Vous voyez, quand vous construisez des infrastructures communes, en général, il y a 2 objectifs possibles que vous pouvez avoir. Un premier objectif, c'est d'acheter une Ferrari, ou une Porsche, ou une Lamborghini, Maserati. Moi, je suis italien, j'aime bien, donc il n'y a pas de problème. Si vous en avez une, vous m'amenez faire un tour, vous m'appelez, je viens tout de suite. Mais donc, si l'objectif est de faire ça, vous construisez une infrastructure qui peut avoir un coût énorme, mais en général relativement fixe. Pensez au réseau téléphonique, installez tous les réseaux. Et une fois que vous l'avez construite, vous vendez à vos clients l'accès à l'unité. Vous vous rappelez les forfaits téléphoniques? Donc 10 minutes gratuites, mais après 10 SMS les week-ends, mais pas la semaine, etc. Après, vous asseyez, les coûts de l'infrastructure est la même, que vous l'utilisez ou pas. Et donc, quand il y a beaucoup de clients, l'argent monte. Et donc, l'économie d'échelle, ça enrichit les actionnaires. N'est-ce pas? Ça, c'est une façon de faire. Mais je vous ai expliqué pourquoi on n'est pas allé dans cette direction-là. Et c'est dommage, parce que j'aurais pu acheter un Ferrari. Mais bon, bref. Donc, on n'est pas allé dans cette direction-là. L'autre piste, ce sont des infrastructures communes mutualisées. Par exemple, un pont, les Golden Gate, ou alors une autoroute, quoique sur l'autoroute, bon, bref. Voilà. L'idée, c'est un coût fixe qui peut être grand. Mais on les mutualise entre tous les gens qui participent. Donc, plus il y a des gens qui participent et qui le soutiennent, et les moins que ça coûte pour chacun des gens qui l'utilisent. Donc là, les économies d'échelle sont reversées à la communauté, pas nécessairement aux actionnaires. Donc nous, on s'est placé dans cette deuxième logique-là. Donc pour arriver à avoir un succès ici, il faut d'abord une question de légitimité, c'est-à-dire il faut que tout le monde puisse avoir confiance dans ce qu'on est en train de construire. Et là, ça fait un certain nombre d'années qu'on essaye de montrer pourquoi on essaye d'être légitime dans ces rôles. Donc l'accord avec l'UNESCO, c'est très clair. Tout ce qu'on fait, c'est open source. Toutes les composantes qu'on utilise sont open source. On s'interdit d'utiliser les composantes dans l'open source.
les discussions entre les gens qui contribuent avec nous, les équipes de développement, tout est sous IRC pour les gens qui s'amusent. Vous pouvez venir voir sur SWH-Devel et vous avez tous les échanges, y compris les choses qui ne sont pas publiables. Okay? Donc, vous trouvez tout. Donc, on essaie d'avoir la transparence absolue. On dit quel est notre programme de sponsoring, on le dit clairement. On réunit tous les ans les sponsors pour leur présenter ce qu'on est en train de faire et on essaye de les inviter à amener d'autres gens autour de la table. Donc, sur quelques années, on est arrivé à une vingtaine de partenaires et sponsors à différents niveaux. Vous voyez, c'est fatigant, c'est lent, ça prend du temps. Ce n'est pas la même chose que lever 100 millions d'euros et après 400 millions d'euros et après 1 milliard d'euros devenir une licorne aux États-Unis. Mais je pense que sur les longs termes, c'est la piste qui est la plus prometteuse pour construire une infrastructure qui est vraiment au service de tout le monde. Donc les clés du succès pour arriver ici, c'est que cette communauté qui est au courant de ce qui existe, qui utilise cette infrastructure et qui contribue à cette infrastructure en étant un mécène, un donateur, un contributeur, etc., grandissent. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, si je peux conclure comme ça, je n'ai pas l'habitude de faire du commercial, mais quand même je vous dis, ce qui est important, venez voir ce que c'est Software aujourd'hui, allez faire un petit tour dessous. Même si vous ne voyez pas immédiatement l'utilité, on sait qu'on a l'habitude de sponsoriser plein de trucs, quand il y a les concours de tennis, les machins, etc. Voilà. Peut-être que dans notre communauté informatique, peut-être que vous pouvez commencer à réfléchir à l'idée de sponsoriser une infrastructure qui a le potentiel de simplifier votre vie d'ici quelques années. Donc venez à bord, ça dépend un peu de vous, les succès de ce travail. Merci Roberto. Frédéric, pour... Comment passer derrière J'ai aussi le rôle du timekeeper. Oui, je Il sais. est 12 heures. Je sais. Et ça serait bien aussi de demander si l'Assemblée a des questions. Alors, on a bien compris les enjeux. Frédéric. Je vais conclure très rapidement, mais au cœur de ce débat, le logiciel et le logiciel open source au cœur de la supply, je pense qu'on l'a montré sous différentes facettes, c'est un enjeu vraiment industriel. Et pour tous ceux d'entre vous dans la salle qui ont un rôle dans l'informatique, j'ai envie de dire, il y a deux enjeux. Il y a passer cette utilisation-là dans un mode industriel et en intégrant l'écosystème. Et l'autre enjeu qui est très associé pour moi à la gouvernance, qui est faire de ce passage quelque chose qui soit le plus transparent possible pour l'entreprise. Parce qu'en fait, plus ce sera industrialisé et plus quelque part les développeurs ne se poseront pas les questions de sécurité, de complexité, etc. Plus on peut mâcher ce travail-là, et c'est un travail qui est perpétuellement en construction, plus on peut mâcher ce travail-là, plus on peut générer de la valeur, plus on peut créer de l'innovation en ayant toute cette chaîne industrielle à base de logiciels open source aujourd'hui qui est disponible. D'accord. Juste un mot à propos de ce que tu as, Franck aussi en a parlé, les programmes Office Manager, là, c'est ça, enfin, ces équipes et leur profil. Alors et donc ça va être ma deuxième couche de conclusion, mais ça se matérialise de plus en plus aujourd'hui autour de ce qu'on appelle effectivement open source programme Office. Bref, c'est une équipe, quelle que soit la géométrie de cette équipe, qui va essayer d'animer et structurer cette démarche-là au sein des entreprises. Je vous invite notamment à aller voir un petit peu sur le stand d'OW2 et une initiative qui s'appelle Good Governance Initiative, qui est complètement qui propose un cadre de structuration d'aide à la réflexion autour de ce sujet-là, dans lequel on a contribué, et qui permet justement d'initier ou de structurer, d'itérer en tout cas, autour de cette démarche de gouvernance et de structuration au sein de vos organisations. Merci de ta concision aussi, mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Et puis, bon, voilà, une piste pour se promener sur le salon après. Mais avant, peut-être, si vous avez des commentaires. Ben moi, je vais vous poser une question. On a la chance d'avoir un grand industriel dans le logiciel qui est Microsoft. Je suis persuadé que vous avez une gouvernance à un certain niveau, open source ou pas. Est-ce que vous pourriez nous partager avec nous un petit peu comment Microsoft est organisé? Moi, je pourrais vous en parler pour Nokia, mais là, on parle de Microsoft. Comment vous êtes organisé pour gérer cette... Alors, Software Heritage, c'est le repository, très bien. Ça, il nous le faut, c'est une brique hyper importante. C'est bien détouré. Je pense que Roberto nous a fait un super boulot. Ça existe. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Microsoft, qui est vraiment un industriel depuis de nombreuses années dans le logiciel, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes centralisé pour gérer le légal, la propriété intellectuelle? Est-ce que vous êtes décentralisé par product line, business unit? C'est tout ça, si vous pouviez un petit peu m'en parler. T'as bien travaillé ta question, toi, Philippe. Non, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, peut-être que On a la chance d'avoir un grand industriel dans le logiciel. C'est gentil. Donc, je vais essayer d'y répondre. Peut-être pas complètement, parce qu'il y a des éléments que je vais garder pour moi, malheureusement.
On dispose effectivement d'un Open Source Product Office avec une directrice qui travaille main dans la main avec le legal et la partie CTO, et donc le chairman qui est Satya. Donc la décision est vraiment très très haute au sein de la structure. Donc cet Open Source Programme Office n'est pas lié à une notion de produit. Il n'y a pas un OSPO Azure. Il n'y a pas un OSPO Windows. C'est vraiment au top niveau. Quel type de personnes on va retrouver dans cette OSPO, donc le programme Office? On va retrouver des personnes qui ont l'habitude de gérer des communautés et donc qui comprennent le vocabulaire qu'on utilise tous les jours, nous, contributeurs open source. Quand on va parler de licence ou de souscription, on sait très bien faire la différence, nous, contributeurs open source. Pas forcément le cas d'un legal. Ça fait rire, mais c'est pas tout à fait la même chose, quoi. De parler de droits d'auteur, de licence, copyright, c'est pas les mêmes choses. Donc c'est des personnes qui ont déjà l'habitude de manipuler ces concepts et donc de parler et qui sont issus de communautés open source. Donc c'est des personnes qu'on a recrutées, qui viennent de communautés open source, etc., qui ont un track record là-dedans et qui savent parler et expliquer. Et pourquoi communauté? C'est parce que ils doivent aussi, ces personnes-là doivent fédérer un certain nombre de personnes dans des équipes distribuées, etc. Et on donne un cadre de travail du comment utiliser des composants open source au sein de Microsoft, comment contribuer. Il y a un magnifique document interne de Microsoft, c'est comment devenir contributeur open source. Parce que ça donne les step by step sur commencez par lire la doc, si vous voulez contribuer, corriger un bug à tel endroit, etc. Ne pas se lancer dans la réécriture from scratch d'un operating system, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, il y en a d'autres qui existent, etc. Voilà. Ça va sortir ce genre de cadre pour aider les personnes à comprendre ce que c'est que l'open source et comment travailler avec. Après, ça va aussi définir un cadre, on va dire, technologique, j'aime pas le mot, mais un cadre technologique de bonne pratique, si vous voulez faire telle ou telle chose, on va plutôt prendre tel ou tel composant parce que on travaille avec l'éditeur qui est derrière, on est upstream sur les communautés, donc c'est bête à dire, mais quand on choisit Kubernetes, on ne choisit pas Kubernetes pour rien, on choisit parce qu'on est les 3e contributeurs à Kubernetes dans le monde. Donc c'est assez logique, parce que l'écosystème autour de Kubernetes, on a racheté un certain nombre de sociétés qui sont venues avec un patrimoine open source, qu'on a fructifié, qu'on a fait vivre en mode open source via notre OSPO. Et donc, on constitue ces ensembles d'éléments. Et puis, il y a aussi, on essaye de régler une problématique de d'où vient mon code source. Tout le monde a déployé du Node, tout le monde sait, je vais faire un coup de NPM et puis je vais chercher telle dépendance et puis j'installe tel truc que je ne savais pas que ça venait avec et puis il y a telle ouverture de port dans mon code. On va essayer justement d'améliorer ça. Alors on n'en est pas au state of the art de Roberto, on en est au début parce que Microsoft est sur le chemin de l'open source. Nous, on continue d'apprendre tous les jours et je remercie la communauté de nous mettre parfois quelques petites claques pour rester sur les rails. Et c'est très important. Moi, à chaque fois que j'interviens, je demande à toujours les communautés merci pour la petite claque parce que parce que on a fait des choses de travers et un travers est vite arrivé. Voilà. Donc ça, merci. C'est super important. Merci pour la réponse. On peut utiliser une ou 2 minutes là seulement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions dans la salle? Bonjour, je comprends très bien l'intérêt de Software Heritage, y compris pour des besoins assez particuliers. Par contre, par rapport à l'introduction, je ne comprends pas son apport, parce qu'en fait, pour mémoire, l'introduction, ça a été les failles de sécurité. Et donc, quand je réfléchis à certaines failles, elles ont été introduites par des contributeurs. Par exemple, je me souviens d'une faille dans la génération des clés SSH Debian il y a une quinzaine d'années, où là, c'est vraiment un contributeur Debian qui, on ne sait pas s'il l'a fait volontairement ou pas, mais il a introduit cette faille. Or, là,
Software Heritage va juste tracer la faille. Mais il ne permet pas ni d'anticiper, ni de la détecter a posteriori, en fait. On est juste sûr de l'authenticité de la faille. Oui, je suis d'accord. Tu fais très bien de poser des questions. Alors, moi, personnellement, je pense que les contributeurs, ils avaient fait des bonnes volontés. Ils avaient juste passé Valgrind sur les codes de la bibliothèque, qui a trouvé une variable non initialisée. Donc, il a dit, tiens, c'est pas bien, variable non initialisée, je vais mettre 32 dedans. Bêtise monstre, parce que la variable non initialisée, c'était une source aléatoire qui était nécessaire pour la clé. Mais bon. Donc, effectivement, si tu veux, les rôles dans cette histoire de supply chain des software, en réalité, il fait trois choses. D'un côté, il garantit la pérennité d'un composant open source dont tu as peut-être besoin qui pourrait disparaître d'une plateforme donnée. Et regardez que ça arrive de plus en plus souvent. Donc même il y a 2 semaines, on a eu un problème chez nous, à propos d'éclat, notre propre forge in RIA, on avait un ancien forge qu'on a finalement fermé, et on avait oublié qu'il y avait un code source qui était distribué à partir de cette forge-là, qui était intégré dans un paquet qui était nécessaire pour produire un autre outil, qui était nécessaire pour faire toute la gestion des paquets dans un langage de programmation particulier qui s'appelle OCaml. Donc en 24 heures, tout l'écosystème OCaml était par terre, parce qu'on avait perdu ces codes sources-là. Si on avait déjà mis en place les fallbacks, c'est-à-dire l'effet qu'automatiquement, si on ne trouve pas les codes sources au bon endroit, on va aller chercher la version archivée dans le software, et tout ça ne serait pas arrivé. Donc, garantir la pérennité de l'accès aux codes sources, ça, on sait faire. L'autre chose, c'est intégrité des composants. C'est-à-dire, une fois qu'il t'a dit, les composants, c'est celui avec telle clé-là, donne-moi les composants qui a telle clé-là. Donc, comme il est toujours disponible chez nous, tu retrouves exactement ce que tu voulais. Si tu sais que celui-là, c'est celui qui n'a pas les bagues. Et troisième, ça permet la traçabilité. Tu peux te poser la question de savoir mais d'où ça vient ces composants-là en allant naviguer à l'intérieur du graphe. Aucune de ces trois choses ne permet de détecter des vulnérabilités. La question de détecter les vulnérabilités, ça c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Donc les CVE, les Common Vulnerability Enumeration, etc., mais qui peuvent être attachés à des choses. Donc tu peux dire, il y a tel composant qui a telle vulnérabilité dedans, il est réutilisé par qui, où, etc. Je aussi dans les graphes, et du coup, par là, tu peux construire des outils qui t'aident à simplifier les choses. Là, en termes d'héritage, pour le coup, ceux composants de celui-ci, effectivement, ça a un intérêt, parce qu'on va détecter la faille là, on va savoir l'impact. Est-ce qu'elle est encore présente dans un fichier plus tard, etc. Donc là, tu regardes, tu as ces sortes de télescopes qui te permettent de regarder tout ce qui se passe. J'ai une autre question par là. Dans le logiciel. Et c'est la dernière. Hein. Oui. Oui, quand on parle de supply chain et d'open source, on a maintenant 2 normes ISO qui sont OpenChain et SPDX. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, savoir ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison. Donc là, en réalité, ça reboucle avec toute la discussion qu'on a eue ici sur la supply chain et sur les OSPO. Donc les Open Source Program Office, effectivement, ce sont ces bureaux dans les grandes organisations industrielles. Mais maintenant, vous voyez, c'est en train de bouger aussi dans le monde académique. Hein. Si vous regardez, j'ouvre en parenthèse, si vous avez suivi, il y a un circulaire du Premier ministre qui date du mois d'avril, qui a créé en France les administrateurs des données, des algorithmes et des codes dans chacun des ministères, et après on est en train de le créer dans les universités, etc. Quand vous avez un administrateur des algorithmes et des codes, en réalité, vous êtes en train de créer une sorte de OSPO dans l'administration publique qui a la responsabilité de l'usage de ces codes sources. Okay. Et donc là, la question est que vous posez, donc c'est quoi SPDX, c'est quoi OpenChain? Dans le monde industriel, depuis un moment, on a essayé de se mettre d'accord sur des standards pour décrire les composants logiciels, pour annoter les composants logiciels avec des informations sur leur origine, leur licence, leur structure, etc. Donc SPDX, c'est un format qui a été normalisé par la Linux Foundation. La version 2.2, par ailleurs, si vous regardez dedans, contient comme identifiant, pour identifier exactement les versions des codes sources logiciels, les identifiants des software. Ils sont intégrés dans la version 2.2 de SPDX. Et par contre, OpenChain, c'est un standard des processus. C'est-à-dire, il décrit comment une organisation met en place un processus pour suivre l'évolution des composantes open source. Donc, pour être compliant avec ces
protocole open chain, il faut dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de prendre des décisions, quels composants intégrer, etc. etc. Non, c'est l'industrie qui essaye de mettre en place des mécanismes de standardisation pour ne pas tout le temps réinventer la roue et pour partager des bonnes pratiques entre tout le monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je connais les deux standards, mais je ok. voulais que vous en disiez un mot pour qu'on diffuser l'information. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup Roberto, merci à tous. Je vous propose de libérer la salle puisque la prochaine table ronde a lieu dans 5 minutes. On va leur laisser la place de s'installer. Merci à tous, je pense que le débat a été éclairant. Je pense qu'on peut vous retrouver, Roberto sur le stand de l'INRIA, Franck et Frédéric sur celui de Microsoft. Vous n'êtes pas si loin. Eux, ils sont devant les cafés. On est en face du bar. Et il y a la queue devant le café. Et donc, puis ne partez pas, parce que dans la salle, après, on va parler de Gaia X. Hein. Ah, ok. Il y a une vie après la gouvernance.